Rebonjour à toutes et à tous. J'espère que la pause s'est bien passée et que vous avez eu l'occasion d'échanger. On passe maintenant à la prochaine intervention et je ne prends pas plus de temps, je passe tout de suite la parole à Monsieur Barr qui va nous parler du regroupement de consommation propre. Comme avant, on va faire une présentation, puis ensuite il y aura la place pour vos questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les noter, puis nous aurons l'occasion de les poser. Merci beaucoup. Merci, j'ai le micro. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler des différentes manières de se regrouper pour autoconsommer en équipe. Avant, j'ai juste donc moi je suis conseiller technique Suisse Solar et je vais rapidement vous présenter Suisse Solar. Donc Suisse Solar, c'est une association fêtière qui représente les professionnels du domaine du solaire. On est actif depuis 1978. Il y a environ 900 entreprises qui sont membres Suisse Solar et ça regroupe des fabricants, des distributeurs, des installateurs, mais également des planificateurs. Ce qu'on fait principalement, c'est un peu de formation, de la prise de position en politique et puis on assure la qualité, on essaie d'assurer la qualité dans la branche du solaire. Et on a un siège à Zurich et puis 2 sièges à Yverdon pour la partie romande et Avegno au Tessin. Et voilà, le financement vient principalement de la cotisation des membres et de Suisse Énergie. Et s'il y a une chose qui est importante de retenir, c'est ce que je vous disais sur la qualité. On a un label de qualité qui s'appelle les produits solaires. Et en fait, les installateurs solaires peuvent demander ce label. Donc nous, Suisse Solar, on se charge ensuite de contrôler la qualité. C'est autant pour les installateurs que pour les planificateurs et autres membres. Voilà, on a un annuaire des produits solaires que vous retrouverez sur ce lien. Voilà. Qui répertorie les produits solaires par région. Donc vous rentrez le code postal et puis vous pouvez trouver les produits solaires à proximité. Donc maintenant, pour revenir à la présentation, le but de la présentation, c'est de vous présenter les différentes manières de se regrouper pour autoconsommer. Donc je vais d'abord parler du RCP, donc le regroupement dans le cadre de la consommation propre, vous présenter les bases légales. Ensuite, je vous parlerai aussi d'un autre moyen qui s'appelle les communautés d'autoconsommateurs, qui est plus un produit des gestionnaires de réseau, comme je vous montrerai. Et puis, pour finir, je vous parlerai des règles de vente aux locataires et de partage de l'électricité au sein de ces regroupements. Donc, il y a vraiment 2 catégories de regroupements. Il y a à gauche le RCP, le regroupement dans le cadre de la consommation propre, puis à droite la communauté d'autoconsommateurs, donc que je vais appeler la CA dans le reste de la présentation. La grosse différence, c'est que le RCP est défini dans le cadre légal, donc ça date de 2018, une modification sur l'ENE, la loi sur l'énergie. Et la CA, pour le coup, a un cadre législatif plus ouvert. C'est un produit en fait, que proposent les gestionnaires de réseau pour les gens qui voudraient se regrouper pour consommer plus de solaire. Donc voilà, le RCP, on est vraiment dans le domaine privé. Et puis, ça peut être géré par n'importe quel prestataire. Et puis, il faut qu'il y ait un réseau physique au sein du RCP. Tandis que la communauté d'autoconsommateurs, on peut utiliser le réseau du gestionnaire de réseau déjà existant. Et ça peut être virtuel, comme vous le verrez plus tard. Donc, dans les 2 cas, les objectifs, c'est vraiment d'augmenter sa consommation propre en se regroupant pour consommer plus de solaire et de faire profiter à tous les habitants du solaire. Voilà. Et puis, pour l'investisseur, il y a aussi un profit parce que ça permet de vendre son électricité solaire en direct à plus de personnes et à des prix plus attractifs que les reprises sur le réseau. Alors, au cours de la présentation, vous allez voir ces logos plusieurs fois. C'est les différentes casquettes dans les regroupements. Donc la casquette verte, c'est l'investisseur qui va financer l'installation. La casquette jaune, le consommateur, qui donc consommera l'électricité solaire. Et puis, dans certains cas, on peut avoir une double casquette, notamment les PPE
où l'investisseur peut aussi être le consommateur final. Alors, donc je commence par le RCP. Donc, les bases légales du RCP sont définies depuis le 1er janvier et puis ont été révisées en 2019 et 2023. Et donc voilà, le but de cette loi, c'est de pouvoir partager la production solaire entre voisins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de partager l'électricité solaire entre voisins? Ce qu'on avait avant avec une installation solaire, c'est que quand on installait sur un bâtiment avec plusieurs consommateurs une installation solaire, on se raccordait sur un seul compteur. Puis ensuite, ce compteur était bidirectionnel, donc il comptait l'électricité consommée et puis l'électricité réinjectée. Et pour tous les autres consommateurs du bâtiment, il n'y avait pas de changement, c'était simplement l'électricité soutirée du réseau. Et avec le RCP, ce qu'on est autorisé à faire, ce que le RCP en fait autorise, c'est de définir tout le regroupement comme un seul consommateur auprès du gestionnaire de réseau, afin que l'électricité, en fait, le compteur où il y a le solaire, il est devant tous les autres compteurs des consommateurs du bâtiment. Et du coup, l'électricité solaire peut être partagée au sein du bâtiment ou du regroupement, d'ailleurs. Donc, finalement, le RCP, c'est une entité juridique et c'est un client auprès du gestionnaire de réseau. Donc, concrètement, on voit un exemple ici à l'échelle d'un bâtiment. On voit que donc il y a une installation de production et puis tous les membres du regroupement bénéficient à la fois de l'électricité solaire et de l'électricité réseau. Et il y a un point de raccordement avec le réseau ici. Et puis ici, ce qu'on voit aussi, c'est que tout le monde n'est pas obligé dans le bâtiment de faire partie du regroupement. Il peut y avoir certaines personnes qui restent en dehors du regroupement. Ça dépendra après de la manière dont on organise le tableau de distribution dans le bâtiment. Et ça peut aussi se faire sur un microgrid, donc à l'échelle d'un quartier par exemple. Et là, la condition, c'est que le réseau à l'intérieur du microgrid soit un réseau privé et qu'on n'utilise pas le réseau du gestionnaire de réseau. Et donc, à l'intérieur de ce quartier, on aura soit des consommateurs qui achètent aux voisins, soit des producteurs qui vendent aux voisins, soit qui font les deux. Donc les acteurs et les rôles dans le RCP, donc on a les utilisateurs qui vont bénéficier à la fois de l'électricité réseau et de l'électricité solaire, et qui peuvent être soit consommateurs et investisseurs dans le solaire. On a le distributeur d'énergie, qui est le gestionnaire de réseau. Et puis, on a les représentants du RCP, qui sont en général l'investisseur dans l'installation solaire et qui peuvent aussi être consommateurs, du coup, selon les cas. Donc, ce RCP qui englobe le représentant et les utilisateurs doit avoir un point de raccordement physique avec le réseau. Et il est donc considéré comme un seul client aux yeux du réseau. Alors, le regroupement, donc c'est ce que je disais, est considéré comme un consommateur unique. Et ce qui fait que la responsabilité qu'avait le gestionnaire de réseau de fournir de l'électricité à chaque client se reporte sur le RCP. Et donc, au sein du RCP, c'est ensuite le représentant du RCP qui a la responsabilité de fournir à chacun de ses membres, donc à chacun des clients du RCP. Voilà, et puis avec ça, on a des accès. Alors, en se regroupant, parfois il arrive que le RCP qui contient plusieurs membres, la somme des consommations atteigne plus de 100 000 kWh par année. Et du coup, on devient un gros consommateur. Et donc, le RCP peut avoir accès au marché libre, ce qui n'était pas forcément le cas avant quand chaque client était seul de son côté avec sa propre consommation. Voilà. Ici, vous avez les différents articles de la loi qui précisent ce qu'est le RCP. Donc, on voit vraiment le but, c'est se regrouper
dans la perspective d'une consommation propre commune. Et puis, ça définit vraiment la relation avec le gestionnaire de réseau et ce point unique dont je vous parlais. Alors, il y a différentes dispositions à respecter pour pouvoir faire un RCP. Une première sur le lieu de production. Donc, le lieu de production doit être sur la propriété sur laquelle se trouve l'installation de production. Et puis, on peut également avoir d'autres propriétés qui font partie du regroupement. Avant, il fallait que ce soit des parcelles mitoyennes. Mais maintenant, depuis la révision de 2023, on n'est plus obligé que ce soit des parcelles mitoyennes. En fait, la seule obligation pour que quelqu'un intègre un RCP, c'est que le réseau à l'intérieur du RCP soit un réseau privé et qu'on n'utilise pas le réseau de distribution. Donc, ce qui est quand même assez contraignant. Je reviens sur les acteurs et les rôles. Donc, les investisseurs, cette fois, sont responsables de l'installation et la mise en service de la centrale PV, de mettre en place le RCP, de l'exploiter et de fournir l'électricité aux utilisateurs. Après, ils doivent aussi régler la facture d'électricité auprès du GRD. Donc, il n'y aura plus qu'une seule facture qui s'adresse à tout le RCP. Ensuite, ils doivent répartir les coûts, donc la facturation interne au sein du RCP. Alors, bien sûr, ça fait beaucoup de responsabilités. Et du coup, il y a pas mal de modèles, d'entreprises qui se sont développées, qui fournissent ce genre de services et qui vont être du coup prestataires pour la mesure et la facturation au sein du RCP. Et en retour, en fait, les investisseurs ils reçoivent une rémunération pour le courant injecté, donc de la part du GRD, mais également une rémunération pour le courant autoconsommé par les membres du RCP, qui est défini. Les prix sont définis dans la loi, j'y reviendrai un peu plus tard. Les utilisateurs, de leur côté, ils bénéficient de l'électricité photovoltaïque et d'une réduction aussi des coûts de l'électricité, parce que le producteur doit leur vendre moins cher que le coût du réseau. Le distributeur d'énergie, pour lui, donc, il doit fournir le RCP en électricité comme un client normal. Et puis, il doit aussi reprendre l'électricité injectée sur son réseau. Pour les dispositions pour les locataires, donc les locataires peuvent être obligés de faire partie du regroupement. Ça, c'est dans le cas où il y a une nouvelle construction. Donc, s'il y a un nouveau contrat de bail, on peut déjà, dans le contrat de bail initial, préciser qu'il y aura un RCP et que le locataire en fera partie. Dans les cas, ça, c'est le cas pour les nouveaux contrats de bail. Après, dans les autres cas où il y a déjà un bail existant, on a besoin de l'accord des locataires pour constituer le RCP. Alors, ça, je reviendrai plus tard sur les détails. Voilà, si l'approvisionnement n'est pas garanti ou trop cher, là, les locataires ne sont pas obligés de... en fait, les locataires sont protégés. Il y a une règle sur les prix pour ceci. Et puis, il peut y avoir un cas particulier où un seul membre de RCP devient un grand consommateur si sa consommation dépasse les 100 000 kWh. Et du coup, il aura lui-même accès au marché libre. Donc, il ne sera plus obligé d'acheter l'électricité au RCP. Mais ça, c'est un cas particulier assez rare qui arrive rarement. Et pour les propriétaires, ils sont protégés parce qu'une fois que les locataires font partie du RCP, ou les membres font partie du RCP, ils n'ont plus la possibilité d'en sortir. Donc ça c'est une certaine garantie pour l'investisseur qui va pouvoir continuer à vendre son électricité solaire pour rentabiliser son installation. Donc il y a une disposition particulière, une condition, donc en plus du lieu de production, pour pouvoir créer un RCP, c'est la puissance de l'installation. Elle doit être minimum 10% de la puissance de raccordement du RCP sur le réseau. Et puis, ça c'est ce que je vous disais pour l'acceptation des locataires. En fait, c'est pas spécifié exactement dans la loi
comment les locataires doivent accepter le RCP. Ça peut être par un amendement du bail, juste une annonce au locataire, ou alors il faut avoir un accord signé. Pour l'ELCOM, ils disent qu'il n'y a pas forcément besoin d'un accord signé, mais dans la plupart des cas, en fait, quand on fait RCP, les clients doivent notifier à leur gestionnaire de réseau qu'ils arrêtent le contrat avec le gestionnaire de réseau. Et du coup, là, pour ça, il y a besoin d'une signature. Donc on en profite toujours pour faire signer à ce moment-là aussi l'accord pour rentrer dans le RCP. Et puis, pour les PPE, un contrat de servitude est conseillé. L'organisation interne pour donc la mesure et la facturation de l'électricité au sein du RCP revient aux représentants du RCP, comme je disais. Et donc là, les propriétaires sont responsables de la production d'électricité et de l'approvisionnement de chacun des membres. Et ils doivent aussi faire le décompte et la facturation de l'électricité. Le GRD, lui, pour le coup, il est tenu de remplir ses obligations que vis-à-vis du RCP dans sa globalité, et pas de chacun des membres. Donc ça implique qu'il faut de nouveaux compteurs pour pouvoir faire cette gestion et cette facturation, puisque si on est sur un bâtiment existant, les compteurs appartiennent au gestionnaire de réseau avant la création du RCP. Et donc, quand on le crée, en fait, le gestionnaire de réseau vient récupérer ces compteurs. Et à la création du RCP, il faut installer de nouveaux compteurs qui appartiennent donc soit au RCP, soit à un prestataire de services externe. Donc voilà ces prestataires dont je vous parlais qu'on voit apparaître. Et puis, les coûts de gestion du RCP doivent être pris en compte dans le tarif de l'électricité qu'on propose au sein du RCP. On fonctionne quasiment tout le temps avec des compteurs intelligents qui font des relevés toutes les 15 minutes pour pouvoir faire un taux d'autoconsommation individuel pour qu'à la fin de l'année, on puisse avoir un décompte précis de qui a consommé quelle part de solaire et quelle part d'électricité réseau. Donc voilà un petit schéma pour un regroupement. Donc on a le regroupement en rouge avec les compteurs privés qui appartiennent au RCP. Donc si on reprend le schéma que je vous présentais au début, ça concerne la partie entre l'investisseur et puis les utilisateurs. Et pour le gestionnaire de réseau, lui, il a son propre compteur en amont du RCP avec lequel il fait le décompte et la facturation de l'énergie soutirée et injectée par le RCP. Voilà. Dans les cas où l'installation solaire fait plus que 30 kVA, là on est obligé de mettre un compteur. Si elle est inférieure, on n'est pas obligé de mettre un compteur solaire. Donc pour les prix de vente aux locataires qui sont définis dans la loi, donc il y a la règle est la suivante. Le prix maximal autorisé ne doit pas dépasser le prix de l'électricité achetée à l'extérieur. Donc en fait, c'est le tarif standard du gestionnaire de réseau de la région. Et ensuite, il peut être fixé à 80% du prix du gestionnaire de réseau. Et sinon, s'il ne peut pas, c'est-à-dire que ces 80%, c'est ce qui a été modifié dans la révision début 2023. On prend maintenant ces 80%. Mais si jamais, avec les 80%, on n'arrive pas à rentabiliser son installation solaire, on peut mettre un petit peu plus. Dans ce cas, il faut que les bénéfices soient répartis 50-50 entre le propriétaire et les locataires. Ça, je le montre dans un schéma juste après. Alors voilà, ça c'est la révision qui a eu lieu le 1er janvier. Voilà. Donc c'est vraiment 80% au maximum du montant qui serait dû en cas de non-participation au regroupement. Donc si on pouvait bénéficier du tarif standard du gestionnaire de réseau local. Et si c'est supérieur à 80%, on se retrouve dans ce cas-là où les bénéfices sont partagés entre les locataires et le propriétaire. Donc, en fait, c'est ce que vous voyez ici. Donc ici, vous avez les coûts pour l'électricité produite en interne. Et puis, il y a
en fait, le tarif il sera fixé à la moitié entre le coût réseau sans RCP et le coût pour l'électricité produite, pour qu'une partie soit un avantage pour le locataire et une partie soit un avantage pour l'investisseur. Voilà. Dans un RCP sans locataire, bah là, les propriétaires sont solidairement responsables de définir le prix. Il y a certains RCP où en fait c'est des PPE où tout le monde a investi dans la centrale solaire et puis du coup bah, ils fixent le tarif de l'électricité solaire à 0. Comme ça ils ont moins de frais sur leur facture annuelle et puis ils ont moins besoin de rentabiliser vite leur installation solaire entre guillemets. Donc ça arrive. Et les participants voilà, sont libres pour le prix. Et voilà. Les propriétaires doivent toujours assumer l'exploitation et l'entretien de l'installation. Donc là, j'ai beaucoup parlé du RCP et j'ai peu parlé de la CA. Je vais en parler un petit peu plus ici pour comparer. C'est assez difficile de comparer parce que chaque gestionnaire de réseau propose son modèle de CA. Donc vous aurez Groupé qui a un certain modèle, vous aurez les SIL qui ont un certain modèle, et certains d'ailleurs n'en proposent pas. C'est libre à eux de le proposer. Mais voilà un peu pour résumer les différences entre les RCP et les CA. Dans le RCP, on est vraiment dans le domaine privé et le réseau doit être privé. Pour la CA, bah, on utilise le réseau existant, on ne change pas les compteurs restent les compteurs du gestionnaire de réseau. Par contre, bah, la CA ne peut être mise en place que par le gestionnaire de réseau sur son réseau. Dans un RCP, donc, on considère le RCP comme un consommateur unique. Dans la CA, tous les membres restent un consommateur unique vis-à-vis du gestionnaire de réseau. Donc c'est toujours lui qui a l'obligation de fournir l'électricité à chaque membre. Par contre, bah voilà, dans une CA, les consommateurs sont libres d'entrer et sortir de la communauté à l'instant où ils le veulent. Ce qui n'est pas le cas avec le RCP. Et donc, ce qui, dans le cas du RCP, finalement assure plus de garantie de rentabilité à l'investisseur. Après, il y a peu de... Enfin, je dirais pour un consommateur, il n'y a aucun avantage à sortir d'une CA ou d'un RCP, vu que de toute façon, le prix de l'électricité dans la CA ou le RCP est plafonné au prix au tarif réseau. Donc ça arrive rarement, sauf quand il y a des disputes entre les propriétaires et les consommateurs. Voilà. Donc pour faire un peu un résumé des avantages et inconvénients, bah, le RCP, il peut être réalisé n'importe où en Suisse, c'est une loi fédérale, alors que la CA, elle est proposée seulement sur le réseau du gestionnaire de réseau et certains gestionnaires n'en proposent pas. Donc, au niveau d'un RCP, bah, c'est tout le RCP qui choisit son produit électrique et il peut en changer à tout moment. Donc, s'il accède au marché libre aussi, il peut l'avoir un peu moins cher. Alors, ces derniers temps, ce n'était pas forcément le cas. C'était même déconseillé d'aller sur le marché libre vu que l'énergie était plus chère sur le marché libre. Maintenant, ça revient un petit peu moins cher. Et puis, la CA, il y a certains gestionnaires de réseau qui prélèvent quand même un prix sur quelques centimes sur les kilowattheures autoconsommés. Donc, ça peut être un petit peu cher selon les cas. L'avantage donc dans le RCP, c'est qu'on est sûr que les locataires qui font partie vont consommer pendant toute la servitude, tandis que dans la CA, le locataire peut quitter à tout moment. Et puis maintenant, bah, dans l'autre sens, les avantages de la CA, c'est qu'il n'y a pas de contraintes légales, tandis que pour faire un RCP, on doit respecter donc, ces dispositions sur le lieu de production, la puissance minimale dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on a une responsabilité pour la facturation de l'électricité. Et voilà. Un autre avantage de la CA, c'est quand même le tarif solaire qui est un peu plus libre, mais ça varie pas mal d'un GRD à l'autre.
Alors, si vous voulez plus d'informations, il y a Suisse Énergie qui a sorti un guide sur la consommation propre. Donc vous pouvez y accéder sur leur site. Et puis, les démarches qu'on recommande du coup pour analyser dans quel cas c'est mieux de faire un RCP ou une CA, ce serait d'évaluer le meilleur produit en calculant le tarif solaire à l'intérieur du RCP ou de la CA. Pour ça, il faut prendre en compte les différents investissements qu'on a au début. Donc, s'il faut acheter des nouveaux compteurs, changer la distribution dans le tableau électrique principal, tout ce genre de choses. Donc, évaluer ensuite le projet avec les propriétaires, quelles sont la rentabilité, quelles sont les contraintes légales. Ensuite, présenter le projet au locataire, donc soit selon une séance d'information, soit une lettre d'information pour avoir leur accord. Et puis ensuite, il faut récolter, si besoin, la signature des locataires. Ou alors, si c'est un bâtiment neuf, on peut le mettre directement dans le contrat de bail. Et nous, on conseille de travailler avec des produits solaires pour ça. Vous pouvez vous faire conseiller à la fois par les planificateurs et aussi par les installateurs qui connaissent bien la législation maintenant. Ça fait 5 ans que ça existe, donc ça commence à être maîtrisé. Donc voilà, j'en suis arrivé au bout de ma présentation. Et puis je garde un petit peu de temps pour des questions. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. On va vous apporter un micro. Voilà. Si besoin. Merci beaucoup pour cette présentation qui a amené effectivement beaucoup d'informations. Moi, je me permets d'ouvrir les questions par rapport en fait, au public qu'on a. Je sais qu'on a des représentants de communes dans le public. Donc ma première question serait de savoir comment une commune peut encourager ou soutenir ce genre de démarche qui, en fin de compte, concerne des propriétaires, en fait. Oui, alors il y a certaines communes qui mettent en place des subventions pour les gens qui font des regroupements pour la consommation. Donc j'ai l'exemple, pour ne pas citer, de la commune d'Épalinges où on peut avoir si on fait une installation solaire en RCP, il y a 1000 francs supplémentaires pour l'installation solaire de subvention. Ça incite à plus autoconsommer et ça incite les gens à se regrouper. Il y a aussi d'autres communes qui mettent une subvention pour plutôt la partie en amont, l'étude de faisabilité. Donc si on fait une étude de faisabilité sur son bâtiment pour voir si on a plutôt intérêt à se mettre en RCP ou en CA ou bien ni l'un ni l'autre, il y a des communes qui subventionnent ces études-là. Donc ça, c'est un moyen de le faire. Après, on peut aussi faire des séances d'information de ce type pour relayer l'information aux gens, aux propriétaires de bâtiments locatifs ou aux PPE. Voilà, je dirais que c'est principalement ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question. Moi, je travaille pour un GRD en Valais. Et on a, dans le contexte énergétique où les prix ont passablement augmenté, on a des demandes d'investisseurs de RCP qui aimeraient potentiellement augmenter le tarif au sein du regroupement. Est-ce que dans le cadre législatif, c'est autorisé ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire ? Le tarif au sein du regroupement, il est normalement redéfini chaque année selon les coûts d'exploitation du RCP qui sont pris en compte dans les tarifs internes. Donc si on a dû acheter de l'électricité beaucoup plus chère sur le réseau, les coûts du RCP sont différents. Donc le tarif change chaque année au sein du RCP, puis s'il augmente, il augmente. Bonjour, merci pour les précisions sur les regroupements. Juste une petite question pour les communautés d'autoconsommateurs. Vous avez parlé de comptage virtuel chez Groupe et la Romande Énergie, mais il me semblait que les CA, on pouvait que les faire sur un seul bâtiment
et pas vendre l'électricité à un bâtiment qui serait 100 mètres plus loin en utilisant le réseau existant. Et que ça allait arriver avec les communautés d'électricité locales qui sont en discussion au Parlement. Donc je voulais juste avoir des précisions là-dessus pour être sûr Oui. Alors, que les CA, on ne pouvait pas le faire. Je me suis peut-être exprimé un peu vite, mais ce que je voulais dire quand je parlais de comptage virtuel, c'est que pour une CA, on n'est pas toujours obligé de rajouter un compteur de tête comme on doit le faire pour le RCP. Si vous vous rappelez le schéma que j'avais, où je peux revenir rapidement, si j'y arrive. Ici, il y a, dans un RCP, on doit avoir un compteur GRD, et puis ensuite les compteurs au sein du RCP donc, sont des compteurs privés. Et pour une CA, vu qu'on utilise les compteurs GRD, en fait, avec un compteur solaire plus tous les compteurs du bâtiment, on peut virtuellement faire le décompte et la facturation au sein de la CA. Donc on n'est pas obligé de rajouter un compteur de tête. C'est pour ça que je disais que ça peut être virtuel. Après, pour l'instant, le produit que proposent la plupart des GRD, c'est oui, sur un bâtiment. Mais vu que ils pourraient le proposer sur plusieurs bâtiments ou même à l'échelle d'un quartier, vu que dans le cadre légal, c'est un produit qu'ils proposent. Donc au final, je pense qu'ils pourraient le faire. Après, effectivement, dans ce qui est discuté en ce moment par la Confédération dans le Mantel Erlas, c'est de faire ces communautés d'électricité locale. Et puis ça devrait arriver d'ici 2024-2025. C'est un peu sur le modèle de ce qu'on voit en Autriche ou en Allemagne, ou en France plutôt, pardon. En Autriche et en France, on peut avoir de l'autoconsommation collective. Et puis là, on a le droit d'utiliser le réseau du distributeur pour faire transiter de l'électricité solaire et la revendre à un voisin, mais en passant par le réseau, quoi. Donc, c'est vrai que le RCP, c'est vraiment très spécifique à la Suisse. Et ça n'existe pas dans d'autres pays. Ils ont trouvé d'autres solutions, plutôt. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais ça... Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Une question au niveau du RCP, en termes de facturation ou plus précisément de recouvrement. On sait que les GRD, si les gens ne payent pas, ils peuvent couper le courant ou mettre des compteurs après paiement. Quelles sont les capacités du gestionnaire du RCP s'il y a non-paiement dans la communauté, dans le groupement? C'est comme avec le gestionnaire de réseau. Il fait des factures de rappel et puis s'il n'y a toujours pas de paiement... je pense qu'il est dans la même situation que le gestionnaire de réseau, donc je pense qu'il peut couper. J'avoue que j'ai jamais eu le cas, donc je sais pas. Mais... Bonjour et merci. Dans le cadre du RCP, quand on est sur plusieurs bâtiments qui alimentent, je voulais savoir s'il était autorisé de mettre un système de stockage commun afin d'écréter la production de ce qu'on fait en production le jour pour l'utiliser la nuit avant de la revendre sur le réseau et ainsi faire baisser le tarif d'autoconsommation. Oui. Oui, tout à fait. On peut avoir du stockage dans le RCP. En fait, de toute façon, ce qui est décompté par le GRD, c'est ce qui rentre et qui sort du RCP. Mais si on stocke à l'intérieur du RCP, ce ne sera pas sur le compteur GRD, donc ça restera à l'intérieur du RCP. Ouais. Donc on a le droit à l'autonomie totale presque. Bien sûr, ouais. Oui, bonjour. Pour avoir déjà installé, en tout cas 2 RCP, je suis confronté à une problématique, c'est que le GRD, il oblige, par les contrôles OIBT, en fait, à prendre l'installation qui a la plus petite période de contrôle, à appliquer ça sur l'ensemble de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc là, je travaille pour une commune, on a une école tous les 5 ans, on a des appartements tous les 20 ans.
Ça veut dire qu'on doit changer en fait de paradigme et qu'on doit faire un contrôle OIBT avec tous les frais que ça implique, tous les 5 ans pour toutes les entités qui sont derrière le compteur du GRD. Alors j'ai beau essayer de me battre, mais se battre une petite commune contre un GRD, c'est un petit peu compliqué. J'ai une deuxième question qui est du même ordre. Ouais. C'est qu'on a fait une très grosse installation de production solaire, recouvert des toits d'écoles et de salles de gym. Donc on revend effectivement beaucoup de courant. On a dû écrêter en fait notre vente. Mais surtout, c'est qu'on s'est confronté à la volonté de devoir payer la taxe de raccordement, donc les ampères en fait. Et la loi normalement dit qu'on paye la taxe par rapport à la consommation. Et là, la discussion était extrêmement sévère avec le GRD pour leur faire comprendre que non, on ne payera pas la taxe, l'augmentation d'ampères en fait de l'installation, mais on continuera à payer que des ampères consommés, en fait, si on veut bien. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose pour se protéger un petit peu, ou bien pour avoir d'informations de comment on peut se battre contre le GRD, quand même, ou se protéger, en tout cas, contre le GRD? Alors, au niveau, donc, peut-être pour la première question, donc, si je comprends bien, au sein du RCP, il y a à la fois une école et des appartements. Et puis, du coup, les contrôles, pour moi, les contrôles OIBT, en fait... du coup, il devrait être de la responsabilité du RCP, puis plus du GRD. Donc, je pense que... je comprends pas pourquoi ce serait obligé, mais j'avoue que je peux pas non plus me prononcer là-dessus. Je pense que c'est bien de négocier. Et puis par contre, pour se protéger, pour les tarifs réseau, du coup, la taxe que vous payez, ça devrait être toujours la même sur les kilowattheures consommés. Et puis... Je parle pas de kilowattheure, je parle on avait 200 ampères avant. Oui. Le câble permet 600 ampères. Ah, d'accord. Donc on a augmenté en fait à 450 ampères. Oui. Et puis ils nous demandent en fait une taxe de raccordement de 250 ampères supplémentaires. Oui. La consommation n'a pas changé. Mais ça, si vous augmentez l'introduction, ils ont le droit de demander une taxe de raccordement? Non? Ok, parce que... je sais pas, moi, on prend toujours cette hypothèse que quand on augmente l'introduction, on a une taxe de raccordement supplémentaire. Enfin, on fait toujours... Alors, je connais peut-être moins bien que vous ce domaine-là. Bon, je peux peut-être répondre à la question. En fait, la taxe d'introduction, elle est définie dans les règles du distributeur. Hein. Donc, si c'est défini que c'est tant de francs le kilowatt, vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter. Donc, c'est en général la réalité. C'est comme ça que c'est facturé. C'est en fonction de la puissance d'introduction. Maintenant, peut-être pour répondre à l'autre question, l'OIBT définit clairement qu'est-ce qui doit être contrôlé, et c'est en fonction de la nature du local, en fait. Si c'est une habitation, c'est 20 ans. Si c'est pour un autre usage, ça peut être 10 ans, 5 ans ou une année. Donc même dans une même parcelle, on peut avoir des locaux qui sont de nature différente, avec des périodicités différentes. Voilà. Donc, votre gestionnaire de réseau, il doit faire bien les choses, il doit bien connaître l'OIBT, et vous pouvez avoir des habitations à 20 ans, et puis des locales, par exemple, pour l'école, qui sont à 5 ans. Malgré qu'on se retrouve dans une situation de RCP, on doit faire cette différenciation. Au même titre que, par exemple, un propriétaire a un atelier, par exemple, dans le même bâtiment, et puis un lieu d'habitation. On a deux périodicités différentes. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que malheureusement, on arrive au bout du temps. Mais je ne peux que vous encourager une fois de plus, merci beaucoup, à profiter. Enfin, il y a des slides qui étaient en réserve.
si on avait plus de temps. Mais je ne peux que vous encourager en fait à profiter de l'apéritif dînatoire qui vous est offert au premier étage. Et vous pourrez aussi continuer du coup les discussions avec Monsieur Barre si vous avez des questions. On est à disposition. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on vous retrouve à l'apéritif puis cet après-midi pour la suite des conférences. Et merci beaucoup, Monsieur Barre. De rien, merci pour votre attention.